Bonsoir, bonsoir à tous. On est extrêmement contents ce soir, contents et aussi très émus. Très émus parce que c'est l'occasion d'avoir ici autour de cette table l'Académie d'architecture, d'avoir les archives contemporaines d'architecture, d'avoir la Cité de l'architecture pour honorer Jacques Vaisser et sa famille qui a fait don des archives de son père, Paul Vaisser, à l'Académie d'architecture et qui vont être traitées par le service des archives. Et puis, on a aussi avec nous, non pas une pièce rapportée, Apolline Vranken, qui est parmi nous parce qu'elle a fait partie des résidentes accueillies au sein de l'Académie d'architecture en travaillant exactement sur un sujet similaire, les archives d'une architecte que je vais appeler pour l'occasion biculturelle, comme l'était Paul Vaisser. Paul Vaisser est un architecte français né en Auvergne, à Noiretable, mais qui a passé toute sa carrière en Auvergne et en Chine, pardon. Ça commence bien, merci de m'écouter attentivement. Et puis Simone Hoa Gillissen, elle est une architecte chinoise qui a fait ses études en Europe, ses études secondaires, mais aussi d'architecture, et qui a passé toute sa carrière en Belgique. Donc on est à quelques décennies d'intervalle avec des parcours très étonnants, très riches, bien sûr, et vous devinez à quel point on est tous attachés à cette ouverture des frontières et à ces partages d'expériences. C'est aussi ce qui nous réunit ici. Alors, je vous présente un petit peu plus les personnes autour de la table. David Pesseret, dirige donc le service des archives à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Patrick Céleste, architecte, secrétaire général de l'Académie d'architecture. Catherine Jacot, architecte, qui en est la présidente. Apolline Vranken, doctorante, donc architecte, qui travaille sur cette femme qui a fait l'objet d'une exposition cet été au CIVA à Bruxelles. Et puis notre héros de la soirée, Jacques Vaisser. Donc peut-être je commence tout de suite, Catherine, par vous donner la parole. Donc, bonjour à tous. Merci à Françoise Jette d'avoir organisé cette table ronde en l'honneur de l'accueil des archives de Paul Vaisser et surtout d'avoir invité Jacques Vaisser, sa famille ici. Et nous aurons comme ça l'occasion de les remercier. Alors, l'Académie, elle est issue de la Société centrale des architectes qui a été fondée en 1840. Et elle est d'utilité publique depuis 1848. Elle deviendra Académie d'architecture en 1953. Et en 2024, de nouveaux statuts vont vraiment l'ancrer dans la période contemporaine. Elle a donc une longue histoire et depuis 1840, elle est dépositaire d'archives d'architectes depuis sa création, donc d'archives du 19e, du 20e siècle, sous forme de livres, sous forme de dessins, très riche collection. C'est donc un lieu de mémoire, mais c'est aussi un lieu de débat sur les problématiques contemporaines. Et c'est très bien de faire ce lien-là entre mémoire et débat contemporain. L'Académie d'architecture et la Cité de l'architecture, que je remercie encore de nous accueillir, ont signé en 2022 une convention relative aux archives d'architecture contemporaine, formalisant déjà une pratique finalement qui existait, une pratique antérieure, mais qui, grâce à l'éminent interlocuteur de l'Académie d'architecture de la Cité, David Pesseret, nous avons pu construire un partenariat avec la Cité de l'architecture
Et le Centre d'archives d'architecture contemporaine accueille ainsi tous les fonds d'architectes, aussi précieux que ceux de Paul Wesser, que nous célébrons aujourd'hui à l'Académie, puis permettent d'être traités à la Cité. Pendant 25 ans, la famille de Paul Wesser a réalisé un travail de collecte mené au Vietnam, à Shanghai, sur les traces des réalisations de Paul Wesser. Pour la Cité et la A, tout a commencé plus tard, en 1917, avec une première réunion Ruttelbiak, avec David Pesseret. En 2019, Paul Quintran, alors président de l'Académie, a reçu un courrier sur le fonds architecture Chine-Indochine de Paul Wesser, de sa famille, et il y a eu une rencontre entre la famille Wesser et Paul Quintran à l'Académie. Après 3 années, c'est toujours long l'accueil des archives, d'échanges avec les conservateurs de l'Académie, Paul Quintran, Benjamin Mouton, puis Patrick Céleste, en 2023, il y a eu réception des archives de la famille Wesser qui vont être traitées par le service de David Pesseret. Alors, je ne peux que remercier vivement la famille de Paul Wesser, véritable passeur de mémoire, particulièrement Jacques Wesser, présent ce soir, pour le travail accompli et qui permet à l'architecture de s'enrichir d'un fonds extrêmement riche, remarquable, qualitatif, et tout à fait particulier quand même, parce que mêlant une double culture, culture asiatique et culture française. Alors, l'Académie a aussi encourage, il y a plusieurs actions convergentes à l'Académie qui encouragent la recherche en histoire, la recherche à partir dont les archives sont le socle, le matériau. D'abord, comme l'a dit Françoise, nous accueillons en résidence à la Cité des Arts des chercheurs pour lesquels les archives, celles de l'Académie de la Cité, sont un socle de travail, comme Apolline Franken. Et nous installons ainsi un cercle vertueux où recherche et matériaux même de la recherche se croisent à l'Académie. Et d'autre part, l'Académie décerne tous les 2 ans un prix de la recherche en architecture et en urbanisme pour la publication d'une thèse choisie, lauréate, d'un jury éminent, présidé d'ailleurs par Richard Klein, que vous connaissez peut-être. Voilà, pour dire à quel point l'Académie s'intéresse à la recherche en architecture, bien entendu, et ne peut que se réjouir de donations telles que celle qui vient d'être faite de l'architecte Paul Wesser, bien sûr. Je pourrais parler aussi maintenant, répondre à la question, finalement, qui était celle de la soirée. À quoi servent les archives? C'est quand même une question importante. Je pense que pour répondre à cette question, il convient de mettre en relation les archives, tout le travail qui est fait sur les archives, avec les problématiques de l'architecture contemporaine. Parce qu'en fait, c'est dans ce lien-là, dans ce regard-là, réciproque, qu'on voit à quel point les archives sont importantes. On sait que l'architecture, c'est une expression singulière, inaliénable de la culture, mais c'est aussi une expression anthropologique, politique, économique, sociale. Et c'est ce que les archives d'architecture montrent à travers la multiplicité des expressions, des projets. Elles montrent la multiplicité, elles montrent la diversité, mais elles montrent aussi les permanences de l'architecture. Et ça, c'est très important. Elles montrent le process, évidemment, intime finalement, de la conception architecturale, mais aussi, elles les resituent dans leur contexte. Et je pense au cours du Collège de France de Jean-Louis Cohen, historien de l'architecture, que j'écoute toujours avec beaucoup d'attention, qui montre les rapports complexes de l'architecture avec l'idéologie, avec le pouvoir politique, avec l'économie au XXe siècle. Et c'est très, très instructif, la façon dont il montre comment un dessin peut affirmer, confirmer une hypothèse
de chercheurs, et on voit bien que sans archives, rien ne serait possible. Et alors, deuxième point qui, à mon avis, un deuxième point éminemment contemporain, mais qui montre toute l'importance des archives, c'est que nous sommes à une période, une transition, une mutation, finalement, de la production architecturale qui réintègre le patrimoine bâti comme matériau, finalement, de l'architecture. C'est-à-dire qu'on réhabilite, on restructure, on a besoin des archives pour faire ce travail-là. Et en fait, patrimonial ou non, mais en tout cas, on a une priorité absolue de réutiliser le bâti existant en période de pénurie de ressources, en période d'urgence climatique. Et ce nouveau regard sur l'existant donne une grande actualité aux recherches d'archives, à leur étude, parce que ça nous permet de comprendre comment a été conçu le bâtiment sur lequel on intervient, comment il est fait, quelles sont ses fonctions, sa fonctionnalité, et cela détermine donc, les archives, des actions prospectives à engager pour l'architecture aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point important. Je dirais que les archives sont aussi importants pour l'architecte qui a besoin de chercher finalement dans le passé un miroir de ses démarches actuelles, de ne pas s'en tenir à l'admiration ou au dénigrement d'un bâtiment ou d'un architecte d'ailleurs, ou d'une œuvre, mais de s'asseoir sur un savoir que seule la recherche, en fait, historique permet, et qui conforte la validité de choix esthétiques, d'arbitrage constructif, fonctionnel, parce que sinon, l'architecte se soumet un peu en aveugle au programme, aux normes, aux règles en vigueur actuellement, à la demande d'acteurs sensibles parfois aux modes, aux préjugés. Sans archives, ça peut être simplement une impression triviale, finalement, qui peut s'imposer à l'architecte, sans ce travail d'histoire, d'archives. Et c'est là toute l'autonomie, finalement, de la discipline qui est en jeu. Voilà, je pense que... Voilà un débat bien posé. Donc, David, toi, tu occupes ce rôle de conservateur de trésors. Comment c'est un rôle qui est assez nouveau puisque les archives d'architectes apparaissent à partir des années 80, 1980, à la différence des archives d'architecture. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né, qu'est-ce qu'il importe de mettre en place avec des archives d'architectes? Oui, les archives des architectes, celles dont vient de parler Catherine Jacot, n'ont pas été... personne ne s'en est vraiment occupé jusqu'aux années 1970. Il existait déjà des institutions très solides qui collectaient des archives, les archives publiques, en France en particulier, et qui collectaient toutes sortes d'archives qui étaient des archives de l'architecture ou sur l'architecture. C'était des archives des institutions qui établissaient des normes sur l'architecture, des archives d'institutions qui établissaient des contrôles sur ce qui allait être construit, comme les permis de construire, par exemple. Donc on avait déjà de grandes quantités d'archives publiques qui témoignaient de l'architecture construite, mais je parle de l'époque du 19e et du 20e siècle. Les époques antérieures sont plus compliquées à évoquer parce qu'il y a moins de gens ou d'agences qui s'appellent, de gens ou de structures qui s'appellent des architectes ou des agences d'architectes, et que leurs documents existants sont moins nombreux, beaucoup moins nombreux étaient produits et beaucoup moins nombreux étaient conservés, et ils sont plus éparpillés. Mais à partir du 19e siècle, il commence à y avoir des séries vraiment continues sur l'architecture dans les archives publiques. Mais jusque dans les années 1960-70, personne ne travaille vraiment dessus et personne ne s'intéresse vraiment à l'architecture du 19e et du 20e siècle
comme matériaux de recherche, matériaux à regarder pour continuer à construire, comme on vient de le dire, comme quelque chose à préserver. Même la préservation de l'architecture du 19e et du 20e siècle jusqu'aux années 60 est pratiquement pas un sujet. À partir du début des années 70, entre autres parce que les halles sont détruites, parce que le musée d'Orsay, enfin la gare d'Orsay est conservée in extremis, pour prendre des exemples locaux parisiens, il y a un revirement, enfin un intérêt subi pour l'histoire de l'architecture beaucoup plus récente, et des gens qui commencent à dire, mais non seulement on veut protéger des immeubles, et pour protéger il faut les connaître, mais en plus on veut véritablement consulter les archives des gens qui les ont construites. Et dans les années 70, on se donne les moyens, dans beaucoup de pays, et en particulier en France, de conserver les archives de nombreux architectes. Ça n'était pas totalement inexistant jusque-là. L'Académie d'architecture le faisait un peu, mais le faisait pour certains beaux dessins de certains de ses membres, ce qui ne faisait pas un énorme corpus. Et ce qui ne faisait pas des archives au sens complet qu'on peut donner à ce mot, des fonds d'archives. En 1980 a été créée une institution, la première institution publique sur l'architecture, l'Institut français d'architecture, dont la Cité de l'architecture et du patrimoine est un héritier, et enfin une institution qui en découle directement. Et dès 1980, dès la création de cet Institut français d'architecture, il est chargé par le ministère de tutelle de l'architecture, qui était le ministère de l'équipement à l'époque, de collecter les archives d'architectes. Et il commence à ce moment-là, et le centre d'archives dont je m'occupe est vraiment l'héritier de cette collecte. Donc ce centre d'archives a collecté depuis 1980 des dizaines puis des centaines de fonds d'archives d'architectes. En 2000, il a reçu les archives collectées par l'Académie d'architecture, toutes celles du XXe siècle, pas celles du XIXe siècle. Et cette collection, qui est aujourd'hui riche d'environ 450 fonds d'architectes différents, constitue en France la plus grosse masse, le plus gros gisement de fonds d'archives d'architectes. En France, tous centres d'archives confondus, y compris des musées, des bibliothèques, il y a peut-être 1 millier d'architectes qui sont représentés. C'est une évaluation très floue, mais c'est un ordre de grandeur. 1 millier sur les dizaines de milliers qui ont travaillé depuis 200 ans, c'est très peu, mais c'est déjà un sous-ensemble qui permet de parler d'histoire de l'architecture, en croisant leurs archives avec celles des archives publiques que j'ai évoquées. Alors les archives des architectes, qu'est-ce qu'elles disent de plus que les archives publiques ? Les archives publiques, depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, contiennent théoriquement les archives des permis de construire. C'est assez récent et c'est assez partiel. Les archives des architectes contiennent tout ce qui est en amont du permis de construire, c'est-à-dire théoriquement toute la phase de conception de tous les projets des architectes. Pour les architectes qui ont donné leurs archives, elles permettent de reconstituer beaucoup plus que la conception des édifices. Elles permettent de reconstituer leur propre... la manière dont ils sont arrivés à l'architecture, donc leur éducation à l'architecture, ce qui est généralement une période très fondatrice et très importante pour tous les professionnels, mais en particulier pour les architectes, une période qui est marquée par la production de très très beaux dessins, comme ils n'en feront en général plus par la suite. Et elle permet de reconstituer des carrières, des parcours. Le parcours de Paul Wesser est un parcours très emblématique parce qu'il traverse plusieurs pays, plusieurs mondes vraiment très différents. Mais tous les architectes, en 30, 40, 50 ans de carrière, elles sont souvent longues, les carrières des architectes, traversent plusieurs époques différentes, même s'ils sont restés dans un même pays. Et puis, il y a des documents sur la construction des édifices qui sont souvent
disponibles uniquement dans ces archives qui peuvent permettre de faire des restitutions ou des restaurations très détaillées, comme on peut parfois souhaiter le faire pour certains édifices. En ce moment, à la Cité de l'Architecture, il y a une exposition qui vient d'ouvrir de Philippe Prost, un architecte très tourné vers la création dans le bâti, la restauration, restitution, prolongation de bâtiments existants. C'est une exposition qui se tient à la fois dans les salles du musée des monuments français, donc au milieu des moulages d'édifices du Moyen-Âge, et dans la galerie contemporaine. Et il a tenu à montrer quelques documents qui viennent d'archives d'autres architectes, et beaucoup de documents qui viennent de musées aussi. Qu'est-ce que je voulais dire encore deux mots? Justement, tu évoquais cette caractéristique des archives d'architectes, et pendant que passent les images de la famille Roy, je dis la famille Roy, c'est aussi une histoire de famille, puisque Catherine Roy est la petite fille, la petite nièce, décidément, je m'en mêle, de l'architecte. Et tu as justement travaillé sur cette particularité, Apolline, des archives familiales et des archives d'architectes, et qui plus est, une étrangère, si on peut dire, en pays européen. Quels sont les éléments que tu aimerais mettre en avant sur ces particularités qu'on a déjà un peu déblayées avec Catherine et avec David ? Alors évidemment, je rejoins en tout point l'utilité des archives d'architecture qui ont déjà été soulignées par mes camarades. J'ajouterais peut-être, avec la spécificité de l'architecte qui est mon sujet d'étude, évidemment une dimension intersectionnelle. Il faut savoir que moi, je croise dans mes travaux des méthodologies issues des travaux féministes et des études de genre aux enjeux d'architecture et plus spécifiquement d'histoire de l'architecture moderne. Et donc l'intersectionnalité, ça consiste à poser un regard qui analyse à la fois la spécificité, dans le cas de Simone Gili-Senoa, d'être à la fois architecte, moderniste, femme, mais aussi effectivement chinoise, polonaise, juive et aussi belge. Pourquoi je souligne aussi cet aspect d'être belge? Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé d'architectes, et a priori, les architectes dont on a parlé, ils sont pour la plupart en fait des hommes, et très probablement aussi des hommes français. Alors, quand vous cherchez des archives d'architectes contemporains, c'est déjà effectivement, là je suis vraiment très étonnée de ce chiffre d'1 millier, c'est vraiment très peu. Quand on sait par exemple qu'à Bruxelles, pour le CIVA, on a déjà en moyenne environ 500 fonds d'archives nominatifs, ce qui est beaucoup plus au regard du territoire français. Et peut-être, c'est vrai que j'aime bien toujours faire un petit sondage. Combien pensez-vous qu'il y a de fonds d'archives qui portent le nom d'une femme parmi ces 500 fonds? 3. Vous êtes optimiste. Dites-moi, vous pensez combien? 50. On a 3 et 50, alors on est plutôt de l'ordre du 3, puisque nous avons 4 fonds d'archives. Et dorénavant, en fait, désormais, nous en avons 5, puisque tout récemment, le fonds Simone Gili-Senoa, qui avait été constitué par son fils Jean-Pierre Roy, et dont la mémoire familiale est aussi, effectivement, il y a tout ce travail de passeuse de mémoire qui a été assuré aussi par Catherine Roy, fait du CIVA un des fonds qui atteint maintenant ce pourcent. C'est un peu la Schtroumpfette dans le village des Schtroumpfs, si je peux me permettre une autre référence belge. Mais donc voilà, donc déjà être femme dans un fonds d'archives, c'est vraiment rare. Mais alors être une femme belge, autant vous dire que là, c'est encore une autre invisibilisation, quoi. Quand je demande à mes étudiants et mes étudiantes de nommer 3 architectes femmes, mais très souvent, ce sont des noms français qui arrivent, Charlotte Perriand, ou alors des praticiennes qui ont pratiqué en France, comme Aileen Gray, par exemple. Quand je demande des noms belges, là, je suis dans le triangle de Bermude, quoi. Architecte, femme, belge, on est perdu. Donc, c'est aussi cette dimension-là de genre et d'invisibilisation qui m'intéresse dans ces dynamiques aussi de construction de la mémoire, mais aussi de mémoire tronquée, malheureusement encore aujourd'hui.
Et en ça, les dynamiques familiales sont extrêmement intéressantes aussi intéressantes parce qu'aujourd'hui, quand on parle aussi de la nature de ces fonds d'archives, on a parlé de plans, de permis, de croquis, de travaux étudiants. Un autre enjeu féministe dans la recherche, c'est aussi de donner place aux archives dites aujourd'hui personnelles. De montrer aussi comment est-ce que ces architectes femmes ont dû concilier souvent entre vie privée et vie professionnelle, pour le cas de Simone Gillissen-Noah ici, elle a constitué une famille seule, elle a eu un enfant seul, qu'elle a élevé seule. Ça aussi, ça rend sa pratique et sa façon d'aborder l'architecture, évidemment, assez spécifique. Et donc voilà, ce sont ces enjeux-là aussi qui me semblent intéressants d'observer dans la façon dont on réfléchit aux archives aujourd'hui. Je vous dresse rapidement le portrait de cette femme parce que je ne l'ai même pas dit. Voilà. Ou tu veux le faire? Vas-y, tu l'as. Donc Simone Gillissen-Noah, Oa de son nom de naissance, donc née à Shanghai en 1916. Elle va, comme vous l'avez dit, étudier assez vite en Europe, puisque en fait, elle est aussi l'héritière de deux parents qui ont eux deux aussi étudié à Paris. Et donc, son papa est ingénieur en construction et sa maman est une autrice de romans à succès. Tellement à succès qu'ils vont être adaptés au cinéma, ils vont être tirés à plusieurs millions d'exemplaires, donc c'est vraiment des best-sellers. Aussi pour vous montrer aussi que souvent dans le narratif des grandes architectes, on a toujours l'impression qu'elles sortent un petit peu de nulle part, alors qu'en fait non, elles s'inscrivent souvent dans un héritage, une généalogie, et ça aussi c'est éminemment intéressant à analyser. Et donc, quand elle arrive en Belgique, elle va assez vite en fait s'orienter vers des études d'architecture à la Cambre, qu'on appelle plus communément en Belgique le Bauhaus belge. C'est un petit peu présomptueux de notre part, mais pour une fois qu'on peut se la péter sur quelque chose, on y va. Et donc voilà, elle étudie au Bauhaus belge. Elle est la seule étudiante dans sa section. C'est évidemment une école artistique, mais qui va être marquée du point de vue du genre, entre art, artisanat. On va voir qu'il y a encore des dynamiques de genre là, qui s'y inscrivent. Et puis, elle sort diplômée en 1938. La guerre éclate. Enfin, elle part faire son stage en Suisse auprès d'Alfred Roth, si ce nom vous dit quelque chose, nom assez connu de l'architecture moderne. Malheureusement, la guerre éclate et Simone Gillissen-Noah, qui est juive par sa mère, va s'engager dans la résistance. Elle va être arrêtée et déportée, enfermée dans un camp de concentration pour fait de résistance. Et ça, c'est peut-être le moment où son identité chinoise, en fait, la sauve peut-être des camps, de la mort certaine réservée aux juifs et juives, puisque le fait d'être racisée, d'être typée chinoise, en fait, éclipse sa judéité aux yeux des ennemis et des nazis. Donc ça, c'est aussi des dynamiques qui m'intéressent. Donc parcours tout à fait unique, évidemment. Elle, à la Libération, elle va là ouvrir son bureau seule. Elle est veuve à ce moment-là, et je m'arrêterai sur cette anecdote pour vous dire aussi, c'est le seul cas, à ma connaissance, d'une architecte femme qui ouvre son bureau en son nom propre. C'est potentiellement le fait d'être veuve qui lui permet ça, puisque jusqu'à la fin des années 70, le code napoléonien interdit aux femmes l'accès à la propriété, à l'ouverture d'un compte en banque, etc., sans l'accord du mari ou du père, sauf pour les veuves. Donc dans les années 40, il vaut mieux avoir un mari mort qu'un mari. Donc Simone Gillissen-Noah, en fait, ce statut très spécifique lui permet en fait de lancer sa carrière solo. Donc c'est quand même aussi des paradoxes, des dynamiques, moi, qui m'intéressent aussi. Et puis là s'ouvre une carrière avec plus d'une 50aine de réalisations, toutes en Europe, la toute grande majorité en Belgique et à Bruxelles, avec des commandes privées, des commandes publiques. Elle va aussi évidemment bénéficier de toutes ces campagnes de reconstruction de l'après-guerre. Et elle va, fait aussi notable, construire tout un réseau de solidarité féminin et qu'on pourrait nommer aujourd'hui féministe, avec la création de l'Union des femmes architectes belges. Elle va intégrer aussi d'autres groupes féminins et avec évidemment des enjeux et des combats éminemment politiques en leur sein.
Voilà, c'était plus long que prévu, plus long que si vous l'aviez fait, mais c'est trop difficile de choisir les éléments. Voilà. C'est mieux, surtout que moi j'aurais plus facilement pu parler de son frère, qu'on a bien connu en France, Léon Roy. Mais c'est pas le propos. Donc avant de vous permettre, Jacques et Patrick, de parler de Paul, je voudrais vous resituer le contexte de Shanghai, et notamment parce que j'ai pris hier quelques chiffres sur la population pour vous rappeler un petit peu où va arriver ce jeune ex-soldat, on va l'appeler comme ça, et qui a eu un parcours épique. Donc, Shanghai, c'est cette ville qui a été ouverte au commerce international en 1842 et qui très rapidement va ouvrir en fait ce qui était une enclave commerciale à la population chinoise. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une enclave coloniale comme on le présente très souvent, mais on est dans un territoire qui très vite est majoritairement habité par des Chinois et dont les règles de gestion urbaine sont les règles établies dans la concession française par le conseil municipal et dans la concession internationale par également le conseil municipal, sauf que pour la concession française, c'est placé sous l'égide du consul de France, donc du Quai d'Orsay. Donc des circonstances assez particulières qui favorisent en fait, par cette proximité des populations, des échanges constants à tous les niveaux, et c'est là où c'est passionnant. Je vous donne quelques chiffres donc de population quand le jeune Paul Wesser va arriver en Chine. Il arrive en 1921 à Tianjin. On a 2 millions d'habitants à Shanghai. 2 millions d'habitants, c'est Paris. Paris aujourd'hui à peu près. En 1930, 3 millions. Entre-temps, les parcours administratifs, le périmètre administratif avait un peu augmenté. En 1937, 3,8 millions. Ça vous donne l'idée de cette ville qui est en perpétuelle croissance, non seulement urbaine, mais croissance dynamique, par à la fois des personnes qui viennent de tous les pays, on dénombre une centaine de nationalités dans Shanghai, mais également qui viennent de toute la Chine à Shanghai, qu'ils soient ouvriers, marchands, intellectuels. C'est le lieu, à partir des années 20, d'une nouvelle manière d'écrire, d'un nouveau courant de pensée, de nouvelles méthodes aussi pour amuser le public, le cinéma. On est dans un centre intellectuel international. Et dans cette population, eh bien, la part des Occidentaux est très faible. Je vous disais qu'il y a en 1930 3 millions d'habitants à Shanghai. Dans la concession française, 435 000 habitants environ, dont 12 900 occidentaux ou étrangers. Et sur ces 12 900 étrangers, il y a 1208 Français. Voilà qui relativise bien les choses sur la part que pouvait occuper cette population occidentale. On est dans une période qui politiquement va aussi être très lourde. En 1927, vous avez, bon, je commence un petit peu plus tôt, ça sera mieux. En 1911, la dynastie Mandchoue s'écroule, est remplacée par la République populaire de Chine, avec tout ce mouvement qui va prendre place après la Première Guerre mondiale, le mouvement de lutte contre l'impérialisme, le mouvement du 4 mai 1919. Et puis après, après vont se mettre en place cette décennie un petit peu exceptionnelle à Shanghai, qui va prendre un nouveau tour en 1927, quand le gouvernement nationaliste, le gouvernement fantoche, prend place. C'est en 1927. Si j'évoque ces dates, c'est qu'on va les retrouver tout au long de la carrière de Paul Wesser. En 1937, c'est l'invasion japonaise. Et ça va être le départ aussi de Paul Wesser pour le Vietnam, pour l'Indochine à l'époque. Une fois 1937,
1937, l'invasion japonaise. Une fois redonnés ces éléments de contexte, eh bien, je vous propose, Patrick, Jacques, de présenter qui est cet architecte Paul Wesser, qui, on dirait aujourd'hui, grâce à l'Académie d'architecture de l'époque, a reçu son titre d'architecte par ce qu'on appellerait aujourd'hui une validation des acquis par l'expérience. Eh bien, ces acquis, voilà, c'est un jeune homme qui, lui, passe 4 ans dans les tranchées, qui part pour Tientine et qui part à l'époque sur la recommandation de son maître, le Grand Prix de Rome, Chédan. Voilà. Voilà. Ben, prenez le micro, Jacques, et je vous laisse continuer à présenter votre père. Il est allumé, vous. Oui, mon père a perdu son père donc, quand il avait 8 ans. Donc il a été élevé par sa mère. Il a fait ses études primaires dans un tout petit village en Auvergne. Ensuite, il n'y avait pas d'école secondaire dans ce village. Avec sa mère, ils sont partis à Étampes, parce que sa mère connaissait quelqu'un à Étampes. Et sa mère a trouvé un travail de secrétaire dans la municipalité de Paris. Et lui allait chez un architecte qui s'appelait Martin, qui était l'architecte de la ville et qui le payait un petit peu en fait, hein, qui l'a formé. Et cet architecte, Martin, connaissait très bien Georges Chédan, qui était professeur à l'École supérieure des beaux-arts de Paris, qui était Grand Prix de Rome d'architecture. Et donc, Chédan préparait dans son atelier, qui était 181 rue de Wagram, à Paris, préparait des jeunes, un peu comme mon père, qui avait eu des difficultés dans la famille, pour préparer le concours d'admission, enfin pour rentrer à l'École supérieure des beaux-arts. Donc, il travaillait avec Chédan, il a appris beaucoup de choses, c'était pour lui son maître en architecture, mais il allait aussi à l'École des beaux-arts pour préparer l'admission. Mais comme il est né en 1896, en 1914, il a été mobilisé immédiatement, il est parti dans l'armée immédiatement. Il avait 20 ans, 96-2014. Il est parti dans l'infanterie, il a été affecté dans un régiment qui était dans le nord de la France, qui se battait contre les Allemands. Là, il a été blessé une première fois par un éclat d'obus à la hanche. Bon, il a été rapatrié, et puis il est reparti. Il était toujours volontaire pour le front. Il est reparti au front, et dans une contre-attaque à Vassins, une petite ville dans les Hauts-de-France actuellement, au nord de Paris, nord-ouest, il a été aveugle par les gaz hypérites. Donc là, il est reparti à Saint-Brieuc, parce que c'était l'hôpital qui s'occupait des blessés. Et après, il y a eu la fin de la guerre. Il est revenu chez Chédan, chez Jean Chédan, et qu'il a envoyé à Reims, parce que Reims avait été fortement bombardé par les Allemands. Et il lui a demandé d'aider 3 architectes de Reims dans les dommages de guerre. Donc il est parti à Reims, il a travaillé sur les dommages de guerre, et j'ai les certificats des 3 architectes qui trouvent qu'il a fait un super boulot, voilà. Et puis il est revenu chez Dan, et à ce moment-là, Dan était en liaison avec une société qui était en Extrême-Orient, en fait, et qui lui a une société qui s'appelait Brossard et Maupin, qui était très implantée dans le sud-est asiatique. Et donc ils l'ont pris comme architecte, en fait, mais c'était à Tientsin d'abord. Il était 1 an à Tientsin, et là il a rencontré un Français d'ailleurs, Guillet, qui était architecte à Rennes. Enfin, donc il était à Tientsin, et puis 1 an après, il est resté 1 an à peu près, la société Brossard-Maupin lui a proposé un poste à Singapour. Bon, entre-temps, il était passé par Shanghai et il ne voulait pas aller à Singapour, il préférait rester à Shanghai. Et là, il a rencontré pas un architecte,
un architecte diplômé, Léonard, diplômé de l'École supérieure de Paris, qui avait 7 ans de plus que lui, mais qui n'exerçait pas l'architecture, qui était professeur à l'École technique du bâtiment à Shanghai, une école qui avait été remis à l'Europe dans le cadre des dommages de guerre, en fait. Donc, ils se sont associés, en fait, et puis à ce moment-là, il y a eu des projets très importants, notamment le nouveau cercle sportif de Shanghai. Et donc, alors il y a une société qui s'est inscrite un petit peu contre eux. C'est Le Dreux et Minuti. Le Dreux était architecte, Minuti était un ingénieur suisse, en fait, et qui avait proposé un contrat à mon père, d'abord. Et puis mon père n'a pas été avec lui, il est resté avec Léonard. Donc il y a eu un jugement. Au jugement, la société a tout perdu. En fait, il fallait qu'ils remboursent les 3 mois qu'ils n'avaient pas payés. De toute façon, il n'avait pas travaillé chez eux, mais quand même. Et puis, donc, il s'est associé avec Léonard, et là, il a répondu au projet du cercle sportif de Shanghai. Parce qu'en fait, le conseil municipal lance un concours pour avoir un équipement de prestige comme en avaient les autres pays. C'est ce fameux cercle sportif français qui devait comporter notamment une piscine couverte, une salle de bal. Ça paraît anecdotique, mais ce sont des points de rencontre extrêmement importants dans les sociétés d'alors. Et la particularité côté français, c'est que c'était relativement ouvert, je veux dire ouvert à une population qui n'était pas uniquement occidentale, mais également chinoise. Et il faut imaginer, parce que mon voisin est modeste, mais que ces jeunes architectes qui n'ont pas 30 ans répondent au concours et ils sont reçus premiers à ce concours. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc ils ont réalisé ces travaux, donc avec l'aide d'artistes, notamment pour les vitres, enfin pas les vitres, les vitraux, c'était des Russes en fait, qui étaient très forts dans ce domaine. Et puis ça a été un grand succès dans la ville, et ça leur a donné une ouverture en fait sur beaucoup d'autres demandes de maisons, d'immeubles. Ils ne savaient plus comment faire pour répondre à toutes les demandes. Enfin, ils l'ont fait quand même. Voilà. Et donc, à partir de là, ils ont construit donc, des immeubles. À l'époque, il faut dire que les immeubles, c'était des immeubles à étages quand même. Il y avait 7, 8 étages, 10. C'était beaucoup à l'époque, parce que le béton armé, ça n'existait pas. Les fondations, c'était du pin d'Oregon, des arbres qui venaient du Canada, qui avaient des diamètres différents, des hauteurs différentes, qui servaient de fondation pour les constructions. Alors là, c'était un travail particulier. Donc, c'est plus de 150 immeubles construits par l'agence Vesser et Cruz, et j'ai le papier de Lagrange sous les yeux. Oui. Plus de 150 immeubles construits entre 1926 et 1937, que ce soit des villas ou des bâtiments publics. Ça peut être, en termes de bâtiments publics, effectivement des immeubles de rapport, puisqu'on a, grâce notamment à l'entreprise Brossard et Maupin, et l'introduction du béton armé en Chine, donc la possibilité de fonder sur pieux à Shanghai. Shanghai est une ville dont le sous-sol a à peu près la consistance de la mousse au chocolat. Donc pour élever des bâtiments de 12 ou 13 étages, c'était la condition nécessaire de passer par cette maîtrise des techniques de construction moderne. Donc c'est dire à quel point on est à une époque où le béton armé commence à se développer un petit peu partout dans le monde, avec la même mise en œuvre à Shanghai.
et dans un style qui va être très différent de celui qui est alors véhiculé par les grandes agences d'architecture occidentale comme Palmer & Turner, qui vont, eux, plutôt produire des bâtiments néoclassiques, on va dire. Donc le travail vous le voyez là d'ailleurs, le travail de l'agence Léonard et Weisser est là aussi extrêmement novateur et va dans le sens de cette société nouvelle qui se met en place en Chine. Alors le béton armé, ça s'appelait à l'époque le ciment armé. Et donc mon père a fait avec Léonard d'ailleurs, une formation sur le ciment armé. C'était une qualification également sur les comment ça s'appelle les trucs métalliques, les charpentes métalliques, c'était également un peu nouveau. Et donc, pour se former, pour être en phase avec l'évolution des techniques en architecture notamment. Il y avait aussi tout ce qui était sanitaire, il y avait des modifications liées à beaucoup de choses. Donc ils ont fait ces trois formations en plus pour être à la hauteur des demandes. Voilà. Et donc ensuite, ils ont travaillé ensemble et puis il y a eu un autre associé qui est venu aussi, Cruz, qui s'est associé, qui venait. En fait, ce qu'on a su après, il s'était marié avec une Française, mais à Shanghai. Donc, il a rejoint Léonard, Weisser et Cruz. Et donc, mais après, il n'est pas resté longtemps parce qu'en fait, Cruz, l'école à Hanoï, il y avait une école d'architecture, une école des beaux-arts, je veux dire, qui souhaitait ouvrir un département architecture. Ils ont demandé à l'Académie d'architecture, à l'École des Beaux-Arts de Paris, s'ils avaient un candidat. L'École d'architecture a proposé 2 candidats, dont Arthur Cruz, en disant que c'était un très bon, etc. Et donc Arthur Cruz est venu. Alors il s'est marié à Shanghai, on l'a appris après, mais en fait il a travaillé à Hanoï, au Vietnam, donc comme architecte. Il a créé le département architecture à l'École des Beaux-Arts de Hanoï. Donc voilà, alors ils se connaissaient très bien tous, voilà. C'est peut-être ce qui a conduit ensuite, lors de l'invasion japonaise, à ce que votre père parte pour le Vietnam, enfin ce qu'on appelait l'Indochine. Alors là, effectivement, il y a eu, après, donc, il y avait la guerre et tout ça, et puis il y a eu le Chiang Kai-shek qui est arrivé aussi dans la banlieue de Shanghai, en fait. Il y a eu des conflits. Alors à ce moment-là, mon père, qui était sergent dans l'armée française pendant la guerre de 14-18, a été nommé, on lui a proposé de commander une section d'auto-mitrailleuses. En fait, il a été nommé sous-lieutenant, il commandait tout un groupe. Attends, je peux le poser. Ouais. Ah bon? Pas encore, mais ça va arriver. Ah bon? Donc il s'est occupé, il a été nommé sous-lieutenant des automitrailleuses à Shanghai. Donc il a essayé d'empêcher les Chiang Kai-shek et puis après les Japonais de rentrer dans la ville, qui voulaient traverser la concession française pour attaquer de l'autre côté. Il s'est opposé à ça. En fait, d'après ce qu'il nous a dit, il suffisait qu'ils amènent un canon et puis ils passaient comme ils voulaient, quoi, en fait. Enfin bref, ils ont fait le tour quand même. Donc ça a été une période assez inquiétante pour la famille aussi, évidemment. Hein. Et puis, puisqu'il y avait déjà 2 enfants qui étaient nés à Shanghai. Voilà. Il y a Jeanne-Marie, l'aînée de la famille, qui est née à Shanghai. Il y a Pierre, qui est le deuxième, qui est né... Ils sont Ah bon? Ah bah oui, bah voilà. Donc il y a Jeanne-Marie, et puis c'est Pierre qui est dans les bras de ma mère. Voilà, c'est les 2 qui sont nés à Shanghai. C'était bien avec. Ah, oui, oui. Bon, après, donc, en 1937, il y a eu
Donc on est parti, enfin la famille est partie en Indochine, donc à ce moment-là. Et donc il est arrivé à Saigon, il s'est inscrit évidemment officiellement. Il travaillait 26 rue Lagrandière, c'est une rue très connue. Un étage, c'était les bureaux. L'étage au-dessus, c'était le domicile, en fait, familial. Donc là, il a travaillé sur plusieurs choses très importantes à Saigon. Et donc, même un hôpital de 30 bâtiments à An Loc, c'est dans la banlieue de Shanghai. Il a construit des immeubles aussi, et notamment le bâtiment de la marine, qui était juste à côté de l'ambassade d'Angleterre, un immense bâtiment. Et donc, après, il a construit beaucoup de villas particulières. Et puis, il a décidé de s'installer également à Dalat. Dalat, c'était au nord de Saigon. C'était à 1500 mètres d'altitude. C'était une station de repos pour les militaires qui avaient fait la guerre. Et donc, il s'est installé à Dalat. Il a fait sa propre maison avec un bureau. Il y avait un terrain de 8000 mètres carrés. Et puis là, entre-temps, il avait eu 3 enfants à Saigon, dont je fais partie. Et puis après, il y en a un autre qui est né à Dalat, donc. Et puis après, il y a eu l'invasion japonaise qui a le commandement de la région de Dalat a pris notre maison, enfin la maison où on habitait. Alors il y avait la maison, puis un petit bureau à côté qui servait de bureau d'architecte de mon père. Donc le commandement, le colonel Shifuji, j'ai son nom exact, a occupé ce bureau. Et puis nous, on était dans la maison, puis il y avait d'autres officiers qui étaient dans la maison où on habitait, en fait, à Dalat. Bon, là, c'était une période assez difficile. Et puis, il y a eu un moment, on a été expulsés de notre maison. On était dans ce qu'on appelait la cité Dekou, au sud de la ville de Dalat. C'était une région, une cité qui était construite avec des petits bâtiments qui étaient réservés aux ouvriers qui ont travaillé sur les routes entre Saigon et Dalat, entre l'aéroport de Dalat également. Enfin, donc on a été mis dans une petite maison comme ça avec ma mère et les enfants. À ce moment-là, il y avait déjà mes 2 frères et sœurs, mais il y avait Bernard, il y avait Alain, on était 4 ou 5 déjà. Hein. Ah, pardon, oui. 4 ou 5 enfants. Et là, on est resté presque 1 an, on n'avait pas le droit de sortir. Hein. C'est la ville, les petites maisons étaient ensemble, il y avait une route, il y avait un poste japonais avec une mitrailleuse, on n'avait pas le droit de sortir de là. Et même les Moïs, mon père chassait à l'époque, enfin avant la guerre, et les Moïs à qui il donnait tout ce quand il tuait des bêtes, c'est les Moïs qui venaient nous apporter à manger la nuit dans la maison en évitant les Japonais, quoi. Le contrôle des Japonais. Enfin bon, ça c'est la petite histoire. Hein, donc voilà. Puis après, les Japonais sont partis, évidemment. On est revenu dans la maison à Dalat. Et puis à partir de là, mon père a décidé de revenir en France. Alors j'ai une sœur, la sœur aînée, qui avait été très malade à Shanghai, qui était déjà revenue en France pour des raisons sanitaires. Ensuite, c'est ma mère et puis moi et un de mes frères, et elle était enceinte d'encore un autre. On était 9 enfants quand même. Hein, donc il y avait des gros et des petits et des moyens. Hein. Donc 2 sont nés à Shanghai, 4 à Saigon, et puis les autres en France d'ailleurs. Les derniers, c'était en France. Donc l'aînée était partie en tant que très malade, elle était partie en France avec ma mère, mais seule. Enfin, pas seule, mais avec ma mère. Ensuite, c'est nous, enfin Bernard, moi et ma mère qui était enceinte d'un autre, de Claude. Et on est parti sur le Pasteur, un bateau qui servait pour l'armée, en fait, mais on était
répatriés sanitaires. Et puis, donc, on est rentré en 1946, donc, en France. À l'époque, on est resté une année dans un collège à côté du Puy-en-Velay, parce que la maison que mon père avait achetée à Rennes, et il l'avait achetée et fait repeindre par Guillet, qui était l'architecte qu'il avait rencontré à Tientsin, et qui était breton, qui a tout repeint, tout refait. Elle n'était pas prête. Donc pendant un an, on était dans un pensionnat de jeunes filles au dernier étage. Et puis après, on a rejoint donc, Angers, où j'ai encore un frère. Non, oui, un frère et une sœur qui sont nés à Angers, chez la sœur de ma mère. Et puis après, donc, on a été à Rennes, là où Guillet avait refait la maison complètement. Et c'est là qu'on s'est regroupés tous, toute la famille était regroupée à Rennes. Hein. Voilà. Donc voilà, donc, comment dire, c'est une vie un peu compliquée, quoi, mais on a beaucoup voyagé, quoi. Et Patrick, tu es tombé dans ce fond avec passion. Qu'est-ce qui t'émeut et qu'est-ce qui tu voudrais partager le plus? Il y a deux éléments qui m'ont, disons, tout à fait passionné. C'est mal fichu, c'est pas bon. Il y a deux éléments qui m'ont tout à fait... Non, c'est pas bien. Pourtant, j'ai rien fait de mal. Hein. Il faut que tu me mettes près de la bouche. Je vais me mettre près de la bouche, d'accord, comme une sucette, effectivement. Donc, qui m'ont tout à fait frappé. Il faut bien avoir que, même si je suis tombé, je dirais, dans les archives, je n'ai pas effectivement les connaissances que vous avez. Non. Je n'ai pas les connaissances que vous avez, donc j'ai plutôt été gagné, je dirais, par la curiosité, et je me suis posé un certain nombre de questions. La première des choses qui m'a tout à fait étonné, je dirais, c'est le caractère que je qualifierais d'odysséen de cette vie, qui est sans cesse, je dirais, contrariée ou ballottée par le hasard de l'histoire, par les guerres. Ça arrive très tôt, parce que même si effectivement nous avons dit tout à l'heure qu'il a fait quelques séjours dans l'agence de Sedan, la guerre l'a rattrapé très vite. Et il y est resté 4 ans au moins, blessé 2 fois, ça fait quand même beaucoup. Et quand la guerre s'est arrêtée, avec l'armistice, il a été envoyé, que je sache, quelque temps, voir ailleurs si j'y étais, c'est-à-dire en Allemagne. Il n'a été libéré qu'en avril, et il a été envoyé par Sedan tout de suite à Reims pour, je dirais, aider quelque peu à l'estimation des dégâts et des dommages de guerre, afin d'aider à la reconstruction de la ville de Reims. Premier événement. Il s'en va à Tientsin, bon, d'accord, après ça, il se retrouve très vite à Shanghai, s'y associe, réalise effectivement, l'espace de 16 ans, 150 ou 160 bâtiments, ce qui est énorme. Et je ne sais pas si vous avez regardé la qualité, je dirais, d'exécution de ces bâtiments. Ça suppose effectivement une structure, je dirais, architecturale, mais une structure de chantier et des éléments de second œuvre tout à fait remarquables. Mais ça, c'est un autre fait. Dès, je crois, 1924 ou 22, j'ai un peu oublié les dates, je vous prie de m'en excuser, mais les Japonais sont là. Et les Japonais n'arrêtent pas, je dirais, de faire la guerre de tout l'ensemble. Ils sont en Corée, ils attaquent les Chinois, et bien évidemment, on va les retrouver pendant la guerre jusqu'en Birmanie. Et ils sont là depuis, je dirais, des décennies à faire la guerre. Et dans un premier temps, déjà dans les années 20 et quelque chose, ils sont présents à Shanghai. Et déjà, Paul Wesser, je dirais, endosse l'uniforme et déjà défend la concession française. Ça reviendra en 1937, où on a vu un certain nombre d'images, lui comme soldat, où il est nommé lieutenant, il est multi-médaillé. Et donc il s'en va à 37, il y a un autre événement sur lequel il conviendrait, je dirais,
d'avoir quelques informations qui permettraient de recouper les archives familiales avec ce que l'on peut trouver sur Wikipédia. Il y a des mensonges partout. Voilà un homme qui, je dirais, aurait été assassiné, meurt, monsieur Léonard Alexandre, meurt-il en 37, vraisemblablement, Wikipédia dit qu'en 46, suite effectivement toujours à ces abominations que sont les guerres, les occupations et les obligations qui sont faites aux étrangers de se répertorier dans quelques, voilà, se désigner comme étranger. Il perd donc son principal associé. Il se retrouve donc à Hanoï, où il réalise, on a oublié de le dire peut-être quand même, pas n'importe quoi, il réalise le palais de l'empereur Daodai, n'est-ce pas, qui ressemble, à s'y méprendre, à la Villois Gavrois, pour lequel il fait l'ensemble des meubles, qui est tout à fait une jolie chose. J'aurais voulu présenter, je dirais, la photo de mon père qui était sur les genoux de l'empereur Daodai, mais elle n'était pas dans mes archives ici, je l'ai mise dans l'autre endroit. On voit, donc c'est tout. Il fait quand même le palais, alors qu'il vient d'arriver, n'est-ce pas, il vient d'arriver à Saïgon, et il fait tout de suite ce bâtiment qui est tout à fait remarquable. Mais voilà que la guerre éclate, que les Japonais débarquent effectivement au Vietnam. Bon, passons sur les épisodes abominables, je dirais, de pétinistes et de Vichy, de savoir effectivement jusqu'à quel point la France s'est opposée ou n'a pas pu s'opposer, je dirais, à la présence des Japonais qui tenaient absolument à faire, je dirais, la guerre. Il a continué depuis longtemps d'ailleurs, la guerre aux Chinois. Donc voilà que la superbe maison que Paul Wesser avait réalisée à Dalat, parce que c'est l'endroit où il fallait habiter. Je ne sais pas si vous êtes allé au Vietnam, mais si vous voulez, c'est absolument insupportable pendant un certain nombre de mois d'été. N'est-ce pas? On en souffre de la chaleur, donc il convient effectivement. Moi, j'ai travaillé sur Sapa, beaucoup au Vietnam. Donc Dalat, c'est la même chose. C'est une ville, effectivement, pour le repos des militaires, mais aussi pour, je dirais, la vie heureuse des familles qui, disons, s'en vont vers les montagnes où il fait plus frais, n'est-ce pas? Alors que si on descend, je dirais, un peu plus bas, c'est insupportable, en tout cas pour notre santé. Il a fait une superbe villa qu'on a vue, et il se retrouve dans un camp. Toute sa famille, avec... c'est quand même ça fait quand même beaucoup d'événements qui, je dirais, ballotte la vie d'un homme. Et puis, bon, il se retrouve en France, mais il met un certain temps, je dirais, entre sa famille qui est rapatriée en France et lui qui va revenir beaucoup plus tardivement, en 1951, en France. Donc, même s'il a la Légion d'honneur, même s'il a des médailles, etc., et s'il a été blessé, et si tout ceci est fortement reconnu, voilà quand même une sorte de héros qui va fabriquer, je vais faire une œuvre architecturale tout à fait remarquable et abondante, alors que d'une certaine façon, même si tout à l'heure nous avons fait référence à Sheddan, il a eu, je dirais, pour mener ses études à proprement parler, à travailler précisément sur le tas et à apprendre, disons, de lui-même. Et en particulier une chose qui est un peu, vous y travaillerez, mais, et là je viens sur le deuxième élément qui m'a particulièrement étonné, bien sûr l'abondance de cette œuvre architecturale, mais je dirais aussi la richesse et la diversité des programmes, et par là même également des écritures ou des styles, vous appelez ça comme vous l'entendez, qui m'ont tout à fait éclairé quant à des positions d'un certain nombre d'architectes par rapport à la notion de commande et de programme. Bien évidemment, moi je fais partie d'une génération où il était nécessaire, je dirais, d'opter pour un style, pour savoir est-ce qu'on était moderne, post-moderne, ou que sais-je encore, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on n'était pas possesseur soi-même ou adhérent d'une doctrine, d'une certaine façon, on trahissait la moitié de l'humanité, si ce n'est pas la totalité. Donc, voilà que quand on regarde l'ensemble des œuvres, et en particulier, il y a eu quand même à Shanghai, je dirais 3 pages
d'un journal qui sortait le 14 juillet 1934 sur l'œuvre de ce bureau, de cet agent d'architecture, de cet atelier. On voit une très grande diversité de programmes, de manières d'écrire. Quand on regarde le bâtiment qu'on appelle, je dirais, le cercle sportif, quand vous le regardez de l'extérieur, quand même, il y a des colonnes. Tout ceci, ça ressemble quelque peu, je dirais, de l'Ange Gabriel. Ça aurait pu se retrouver à la Concorde, avec effectivement un côté un peu casino. On n'irait pas là crier, je dirais, à une très grande architecture, sinon une certaine obligation à répondre à ce qui est l'attente des commanditaires, en tout cas de ce concours qui a été lancé. Quant à l'intérieur, c'est une œuvre art déco tout à fait remarquable, avec des décors art déco tout à fait remarquables. Et moi, je me demande bien par quelle opération du Saint-Esprit, quand on voit les difficultés que l'on a à construire en France et à mener convenablement un chantier, comment effectivement, sur place, on pouvait disposer à ce point, je dirais, des compétences. Et quand on regarde également les archives que vous avez laissées, à supposer qu'effectivement, je n'ai pas tout vu, il me semble bien que une grande partie, je dirais, de la manière de décrire le bâtiment repose grosso modo en quelques dessins, plan coupe élévation, un point c'est tout, et 2-3 détails. Ce qui suppose, je dirais, une manière de produire tout à fait remarquable, qui fait partie des non-dits, des non-écrits, mais quand on voit le résultat, entre les dessins et la réalité, il y a quelque chose qui se passe, qui est d'une certaine manière, qui échappe à la documentation et qui mériterait, je dirais, toute notre attention. Donc j'en arrive également à cette autre conclusion que j'appellerais, je dirais, le fait que l'architecture, je dirais, de Sheddan est une architecture éminemment classique dans en se référant aux doctrines vitruviennes ou aux doctrines classiques de Perrault. C'est-à-dire que c'est effectivement une architecture qui est toujours au service de son programme. Ainsi, toutes les villas que vous pouvez regarder, que vous avez pu voir, je dirais, qui sont faites tant à Shanghai qu'elles ont été faites, je dirais, à Saigon, reposent sur ce style qui est, disons, néo-régionaliste. Et le néo-régionalisme, disons en particulier, ne doit rien, je dirais, à quelque chose qui s'appellerait un peu chinois ou un peu vietnamien. Ce sont des architectures profondément occidentales, même si elles connaissent 1001 variations, je dirais, quant à la manière de s'exprimer. Ça sera néo-basque, ça sera néo-normand, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, ou art déco. C'est extrêmement, et c'est une attitude que je trouve éminemment respectable. Je ferai référence effectivement à des expériences que j'ai eues plutôt pendant une quinzaine d'années au Vietnam, où l'ensemble des bâtiments publics se réfère effectivement à l'architecture coloniale qu'avait été laissée par, je dirais, la France. Grosso modo, c'est néo-normand, ça pourrait se retrouver au bord de la mer, n'est-ce pas? Tous les bâtiments sont jaunes, les persiennes sont vertes et la couverture est systématiquement de tuiles qui lestaient les bateaux venant de Marseille. Et ils ont continué comme ça, c'est-à-dire quand vous allez dans les fins fonds, je dirais, de Sapa vers les hauteurs, etc., quand vous avez affaire à un bâtiment public, il sera jaune. Alors que tous les autres bâtiments auront effectivement une facture locale, n'est-ce pas, distinguant effectivement ce qu'on pourrait appeler une architecture civile d'une architecture privée. Très différent de ce que je puis, par exemple, constater actuellement quand je vais aller dans quelques jours à Yaoundé, où j'ai vu effectivement des architectes qui fabriquent, après la libération, une architecture, je dirais, néo-africaine. C'est-à-dire, et c'est des Français qui le font, mais qui ont une écriture tout à fait singulière, où d'une certaine manière, ils ne vont pas être modernes, ils ne vont pas être internationaux, ils vont réinventer de toutes pièces une architecture qui n'a jamais existé en Afrique, mais qui sera considérée effectivement par les autorités comme étant acceptable. Et cette acceptation, je dirais, dont a fait preuve Paul Weisser dans son architecture, de considérer effectivement que ce qui prime, c'est d'une certaine façon le commanditaire et le programme,
et que l'architecte doit, je dirais, s'effacer. On a là une attitude, me semble-t-il, extrêmement différente de celle, effectivement, qu'on pourrait qualifier grosso modo, je dirais, du star system, qui actuellement, je dirais, semble être très dominant dans le monde. Catherine, je te vois prête à prendre la parole. Non, pardon. Alors moi, j'avais une question qui me venait à propos des bâtiments construits par Simone Guilissen-Roy. Est-ce qu'ils sont déjà dans cette étape d'avoir besoin d'être restaurés, et est-ce que les archives sont mobilisées ou est-ce qu'on n'en est pas encore à cette étape? Alors, on aurait pu être à cette étape. Peut-être revenir, parce que vous en parliez, Catherine, de cette question du temps long quand il s'agit de dépôt d'archives, où on sait que c'est aussi, et là on le voit avec votre témoignage, il y a évidemment beaucoup il y a un engagement aussi émotionnel et affectif de la part des familles. Donc ce fonds a été un fonds privé pendant de longues années, aussi parce que le fils OA voulait garantir la préservation et la pérennisation de la mémoire de Simone Guilissen-Roy. C'est ça qui peut peut-être expliquer que ce fonds n'a pas été mobilisé alors que plusieurs bâtiments ont fait déjà l'objet non pas de restauration, mais plutôt d'adaptation à des programmes plus contemporains et à des besoins plus contemporains. Je pense entre autres à la Maison de la Culture de Tournai. Donc il faut savoir que dans cette mouvance post-68, la Belgique s'inspire du modèle français et opte aussi pour la construction de maisons de la culture sur le territoire francophone. Et Simone Guilissen-Roy est désignée comme l'architecte en chef de ce grand chantier par le ministère de la Culture en Belgique. Et donc c'est un chantier qui va prendre place à la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 80. Et cette maison de la culture a depuis eu une énorme campagne justement de rénovation, adaptation en tout cas du programme. Et c'est une chance parce que les architectes qui travaillaient sur ce projet ont pris connaissance, non pas des archives, mais en tout cas des plans de l'existant, et ont tout de suite compris la richesse de la programmation et la richesse de la structure, enfin du système de poteaux-poutres mis en place par Simone Guilissen-Roy. Ils ont vraiment exploité au maximum la richesse de ce qui préexistait. Donc heureusement pour nous, il y a une partie de cet édifice qui a vraiment été préservée, même revalorisée. Ce qui est plus dommageable, c'est que Simone Guilissen-Roy avait fait appel à plusieurs artistes dans le cadre de ce projet. Et là, on voit que des œuvres ont été tout à fait détruites pendant le chantier. Donc on voit que cette mémoire, elle est encore extrêmement fragile. Hein. Et donc il y a une forme de temps long, mais aussi une forme d'urgence. Urgence à la préservation et des documents des archives et de la mémoire orale, de la transmission orale et de la préservation des bâtiments. Jusqu'ici, les seuls bâtiments de Simone Guilissen-Roy qui avaient fait l'objet d'un classement étaient des bâtiments qu'elle avait co-signés avec un architecte homme, aux grandes surprises, puisque ceux-ci ont heureusement, parfois, c'est grâce aux hommes que les femmes ont droit au chapitre. Il s'agit de Jacques Dupuy et tristement, en fait, c'est quand même intéressant aussi de voir que, par exemple, dans les documents et les études historiques qui attestent de la nécessité de classer ces bâtiments, le nom de Simone Guilissen-Roy n'est mentionné que dans les annexes, alors qu'il et elle ont co-signé le projet. Donc là, on voit que c'est toujours à double tranchant. Alors, d'autres architectes hommes ont malheureusement subi le même sort, il faut aussi le dire. C'est un fait aussi du star system, mais disons que le star system et le sexisme aiment fonctionner main dans la main, et se renforcer mutuellement. Donc voilà. Mais donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'immeuble appartement, l'appartement atelier, de Simone Guilissen-Roy qui a été classé là en 2024. Donc voilà, c'est un travail qui se fait au compte-gouttes, petit à petit, avec la recherche, la valorisation des archives à travers cette exposition, etc. Ce sont vraiment des victoires pour nous.
Et alors, j'aimerais aussi souligner dans cet atelier appartement que vous avez, ça c'est la Maison de la Culture de Tournai, mais dans cet atelier appartement aussi, puisque vous parliez de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, le fait d'avoir le bureau de l'architecte et puis le logement personnel, c'est quelque chose de tout à fait classique hein, chez de nombreux architectes. Ce qui est plus particulier chez Simone Guilly-Sénoa, c'est qu'on se doute bien que quand on est une maman solo, hein, puisque c'est ce qu'elle est, hein, il faut vous resituer dans les années 50, être maman solo, c'est quand même assez unique. La dynamique de genre et la dynamique spatiale que ça induit de venir articuler son bureau et sa vie familiale est tout à fait autre. Là où quand l'homme ramène le travail à la maison, il ramène le travail productif et il s'assure un service reproductif, le café, les biscuits. Hein. Tandis que quand une femme, une mère solo, qui plus est, ramène le travail à la maison, elle s'assure de pouvoir et garder son enfant et pouvoir continuer à travailler ses plans une fois qu'il fait dodo. Donc c'est pas encore la même chose et ça je trouve ça aussi intéressant de voir et c'est un projet tout à fait merveilleux avec un plan circulaire où on voit cet atelier qui communique avec les espaces privés et où en fait Simone Guilly-Sénoa fait vraiment la démonstration de ce qu'elle est capable de faire auprès de sa clientèle. Et donc voilà, un projet tout à fait unique qu'on se réjouit de voir préservé maintenant dans la mémoire collective. Merci pour ce témoignage et ce rapprochement. En vous écoutant, il y a une anecdote qui me revient à la mémoire, c'est qu'en fait, il se trouve, moi j'ai consacré ma thèse de doctorat à comprendre la ville de Shanghai et sa formation, et donc un des premiers bâtiments où j'aurais dû aller, c'était le club sportif français. Il se trouve qu'on est en 1985, c'est un des bâtiments encore importants dans la ville de Shanghai, mais en fait, je suis arrivée en ayant une angine carabinée, je ne vais pas à la piscine comme on me le propose, et la fois suivante, quand je veux y aller, elle est démolie. Elle est démolie, et c'est intéressant parce qu'en fait, on est avec un hôtel japonais qui s'est porté acquisiteur du terrain. C'est là où il y a maintenant l'hôtel Okura. Et il y a une partie du bâtiment qui est conservée, mais une autre partie qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, quand on y va, c'est un des hôtels de prestige de Shanghai où sont reçus les chefs d'État, pour vous donner le niveau avec lequel était apprécié ce bâtiment. Et si ma mémoire est bonne, quand on est à l'intérieur, il me semble qu'il y a des documents qui sont cette fois les documents des archives de la construction, je pense, de la ville de Shanghai, qui sont mis en avant à l'intérieur des halls et des salles de réception. Vous me confirmez, hein, on a vu les mêmes choses. Et de ce fait, je m'adresse cette fois, je me tourne vers toi, David. Est-ce que c'est courant des architectes qui viennent consulter les archives avant de faire des travaux? Oui, c'est courant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se produit. Et ça se produit, semble-t-il, beaucoup plus depuis 3 ans maintenant qu'on a rouvert, après quelques années de fermeture et de déménagement. Et donc, il semble que maintenant, mes collègues qui s'occupent beaucoup de la salle de lecture disent que environ la moitié des consultations sont faites par des architectes qui viennent en vue d'une intervention quelle qu'elle soit. La moitié, ça me paraît beaucoup, mais ça veut dire que oui, que c'est rentré dans les usages. Après, avec les 450 fonds d'archives qu'on a, évidemment, on n'a pas des archives sur beaucoup des bâtiments sur lesquels les architectes interviennent, mais plus largement qu'il y a 10 ans, ils savent que ça existe, ils savent que c'est une ressource. Bon, il y a des contre-exemples, évidemment, aussi.
des oublis. Et comment se situe la part des architectes français ayant travaillé dans d'autres pays que la France au sein du fonds que tu diriges? Tout ce qu'on a recueilli, quasiment tout ce qu'on a recueilli, c'est des archives d'architectes français, enfin ayant travaillé en France et plus exactement ayant travaillé à Paris, à 95% au moins. Je veux dire, dont les bureaux principaux étaient à Paris. Ces architectes, ils étaient souvent pas français eux-mêmes. Il y a une proportion non négligeable, je ne sais pas du tout la préciser, mais d'architectes qui étaient nés ailleurs qu'en France, qui étaient venus en France souvent après leurs études, chassés de leur pays par des situations politiques ou bien venus pour des raisons de prestige de l'école des beaux-arts ou quelles que soient les raisons. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont travailler hors de France. Et des architectes français qui travaillent hors de France, il y en a beaucoup dans les archives que nous avons qui ont travaillé notamment enfin, essentiellement dans les pays où la France avait des intérêts économiques et en premier lieu les colonies ou les protectorats. Donc on a beaucoup d'archives sur l'Afrique du Nord, essentiellement l'Algérie et le Maroc, beaucoup d'archives sur le Liban et la Syrie, sur une période assez brève évidemment, et un petit peu d'archives sur l'Afrique noire, très peu en fait, et un tout petit peu aussi sur le Vietnam, enfin l'Indochine. Oui, vraiment l'Indochine avant que ce soit le Vietnam. Et puis de temps en temps des archives concernant des projets proposés et parfois réalisés dans d'autres pays, en Amérique du Sud, dans d'autres pays du monde, mais pour ainsi dire aucun en Chine jusqu'à avoir reçu ces archives que nous n'avons pas encore commencé à classer, mais alors la famille avait déjà fait un inventaire très détaillé, mais les archives doivent être entièrement reconditionnées et dans une certaine mesure redécrites avant de pouvoir être communiquées en salle de lecture, ce qui sera le cas dans le courant de l'année 2025. Et parmi ces archives, alors elles ne contiennent pour ainsi dire pas de documents écrits sur les constructions, de documents enfin il me semble qu'il n'y a à peu près aucun document du genre devis, correspondance avec des entreprises, qui sont souvent très précieux pour savoir comment les choses étaient construites. Par contre, il y a des photos de chantier, il y a beaucoup de documents graphiques, et il y a des photos de chantier qui, elles, donnent des informations qui, pour le peu que j'ai aperçu quand on les a prises en charge, vont bien au-delà de ce que disent les plans. Mais bon, il reste beaucoup de choses qui sont le non-dit du chantier, le non-dit de la construction. Bon, récemment, je parle pour le Vietnam, mon père a construit effectivement le palais de Bao Dai, mais également le palais du gouverneur général, qui est aussi à Dalat. Et récemment, un Français qui est professeur dans une école à Dalat, que j'ai rencontré à Paris, m'a dit ils ont un problème avec le bâtiment, le palais de Bao Dai. Et donc, ils ne savent pas comment faire. Est-ce que vous pourriez envoyer les plans? Alors, il y a un architecte vietnamien qui a dit, mais les plans de ce palais, c'est moi qui les ai faits. Alors, je me suis renseigné, puis on m'a dit, mais il n'est pas du tout, il est architecte, mais il n'a rien à voir. Il n'était pas né quand, enfin, je veux dire, quand le bâtiment a été construit. Ensuite, donc, ce Français qui vit là-bas, à Dalat, il m'a dit, c'est parce que j'avais été sollicité par la municipalité, le service touristique, etc. Il m'a dit, ils n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir de la région de Dalat, c'est le Lamdong, c'est la région, la direction de la région qui a tous les pouvoirs. Et puis il m'a dit, de toute façon, il faut passer par l'ambassade de France. Alors je lui ai dit, moi je ne connais personne. Alors ils m'ont donné des noms.
Ils m'ont dit envoyer une lettre à ces gens-là, ces 3 personnes, de ma part. Je l'ai fait. Et puis j'ai eu des réponses immédiates. Ils m'ont dit, bon, ben, écoutez, on va s'en occuper. Et l'ambassadeur de France va venir à Dalat et il va donner les plans, si vous nous les envoyez, au Lamdong, qui est la direction régionale, pour réparer le palais de Baodai. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai envoyé les plans aux 3 personnes de l'ambassade de France au Vietnam. Et donc, l'ambassadeur de France m'a envoyé un texte. Il m'a dit, bon, ça, est-ce que vous êtes d'accord? Il a un texte en français, en anglais et en pas chinois, vietnamien. Il a dit, est-ce que vous êtes d'accord ou rectifier ou non éventuellement, parce qu'on va le passer dans la presse locale. Et donc, alors je lui ai confirmé. Alors il m'a dit, je viens, l'ambassadeur de France, hein, il est venu à Dalat, il a fait une réunion avec les gens du coin, de la région, et j'avais envoyé les plans. Donc il a remis les plans lui-même aux personnes, enfin, qui en avaient besoin pour la réparation, enfin l'entretien. Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait comme problème, mais les Vietnamiens ne pouvaient pas le faire sans les plans. Bon, maintenant, je ne suis pas architecte, je ne peux pas dire. Moi, c'est pour dire que, si vous voulez, il se passe des choses aussi qui sont étonnantes quand même, parce qu'il y avait le palais de Baodin, mais il y avait le palais du gouverneur général. Moi, quand j'y suis allé, j'ai eu la chance, ils m'ont invité à coucher dans le palais du gouverneur général. C'était sympa, hein, une chambre avec terrasse, avec tout. Et voilà, enfin, c'est des anecdotes, mais c'est pour dire que il y a aussi des gens qui essayent de s'approprier, parce que j'ai reçu un journal aussi où il cite l'œuvre. Alors, il donne des noms même. J'ai même une photo où on me dit, là, il y a 3 personnes, c'est 3 personnes qui prétendent être les architectes des différents bâtiments. Le bâtiment de la marine à Saigon, qui est le palais du gouverneur général, et tout ça. En ce moment, c'est comme ça que ça marche. Hein. Il faut, voilà. J'ai eu la chance de connaître un Français qui était prof là-bas et qui m'a mis au courant. Et puis on a pu gérer Mais l'ambassadeur de France s'est déplacé pour venir donner les plans. Et voilà, c'est juste. Je rebondis aussi avec une petite anecdote, parce que vous parlez de gens qui s'approprient le travail. Pour les architectes femmes, c'est autre chose. Parfois, on va voir dans les textes les prénoms masculinisés. Donc Simone devient Simon, ou alors Madame devient Monsieur, et en fait, on va partir du principe que ce sont en fait des hommes. Et donc, c'est une autre forme d'accaparation, enfin d'accaparement du travail. Les occurrences sont pas énormes dans le cas de Simone Gillis-Anoa, parce que je pense qu'elle... par exemple, une petite anecdote aussi que j'aime bien, c'est qu'il y a eu un article sur un projet qu'elle a co-signé avec Jacques Dupuy. L'article mentionne Jacques Dupuy comme architecte. Numéro suivant, portrait de Simone Gillis-Anoa, également architecte. Et donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait écrit à la rédaction en disant « Attention les cocos, j'ai aussi fait ce projet ». Donc je pense que dans le cas de Simone Gillis-Anoa, ça peut expliquer le fait que ça n'arrive pas, mais c'est souvent le cas avec beaucoup d'architectes femmes où on voit que leur nom passe à la trappe, quoi, malheureusement. Oui, je voudrais apporter peut-être une précision. En tout cas, quand on va à l'école d'architecture de Hanoï, on sort de l'école et il y a, je dirais, maintenant c'est sur clé USB, mais disons, il est vendu systématiquement des CD, des disquettes, de tous les bâtiments qui se construisent. De telle sorte que si on a une tour à faire, il suffit de rajouter un étage sur, je dirais, quelque chose qui comporte l'ensemble des plans d'exécution. Est-ce que c'est du pillage? Est-ce que c'est de l'accaparement? Je dirais surtout que la notion d'auteur est peut-être différente selon les climats. Et j'ajouterais aussi une chose,
pour avoir fréquenté au moins souvent pendant 15 ans les Vietnamiens, qu'en règle générale, il convient de ne pas les froisser, car ils sont très attachés effectivement à, disons, à ce qu'ils sont. Et que d'une certaine façon, s'accaparer un bâtiment, bon, c'est peut-être pas tant comme on pourrait l'imaginer pour s'accaparer soi-même, je dirais, l'œuvre de quelqu'un, c'est une manière aussi de considérer que ce qui est appartient peut-être à tout le monde et appartient essentiellement à leur pays, sans droit d'auteur auquel nous sommes à ce point attachés, nous. Un élément côté Shanghai, à l'inverse, c'est la reconnaissance de ces architectes, l'agence Léonard Wesseret-Cruz, depuis une dizaine d'années, qui est véritablement valorisée, qui fait l'objet de publications. Et puis aussi la mise en place d'archives municipales, donc à partir des permis de construire, cette fois, non pas les archives d'architectes tels que le mentionnait David, mais celles qui émanent des permis de construire et de documents souvent assez sublimes qui sont mis en œuvre par les architectes. Enfin, j'ai vu beaucoup de documents qui étaient finement peints, finement annotés et qui sont cette fois dans les archives de Shanghai. Donc peut-être que là, il y a aussi des ponts à faire éventuellement pour valoriser en fait de part et d'autre. Oui, Catherine ? Non, je veux dire, c'est un point que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais que je voudrais, dans le fil rouge de l'intérêt et de l'utilité des archives, dire maintenant. C'est-à-dire, c'est la diffusion de la culture architecturale auprès du public. Et les archives peuvent servir à cela et à témoigner aussi du fait que, voilà, quels sont les véritables auteurs des projets. L'architecture, la conception du projet, ça reste quand même, pour la majorité de nos concitoyens, assez mystérieux. C'est une matière mystérieuse. Et ce sont les archives qui vont permettre d'entrer dans le process mental de conception du projet qui peut, à son tour, être diffusé, restitué, resitué dans un contexte, dans des publications, dans des musées, par exemple. Et la Cité de l'Architecture, a fortiori, a ce double rôle, en fait, hein, de montrer ces richesses. Et l'Académie aussi, d'ailleurs, je vais vous dire un petit point d'actualité sur l'Académie qui va prochainement montrer des dessins de voyage d'architectes en montrant des dessins du 19e siècle, des dessins de membres contemporains, donc de membres de l'Académie actuelle, et quelques dessins prêtés par la Fondation Le Corbusier, de Le Corbusier. Et mettre ces trois périodes les unes à côté des autres sont éminemment intéressantes pour l'architecture, bien entendu, mais même pour le dessin en tant qu'outil pour l'architecte. Parce que, en fait, les archives, elles évoluent avec les outils de l'architecte. Et je trouve que bon, donc cette exposition qui va être présentée à partir du 31 janvier, elle va montrer que le dessin à la main était le seul outil opérationnel de l'architecte à une époque, au 19e par exemple. Il était, et l'importance du chantier, comme tu le disais, le travail sur le chantier en direct. Or, maintenant, que constate-t-on? C'est que ce travail sur le chantier en direct s'est énormément affaibli, finalement, au point que les missions d'architectes sont parfois uniquement des missions de conception. Donc la conception doit être absolument complète si on veut que le projet tel qu'il a été imaginé soit réellement construit. Et l'architecte est presque absent, hein, du chantier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aujourd'hui, il y a un autre outil fondamental qui est l'outil numérique, évidemment, qui est l'outil de l'architecte. Et je trouve que c'est
très important d'y penser parce que ça va transformer les archives. On va avoir des archives d'une autre nature, des archives virtuelles, des maquettes qui vont être des maquettes virtuelles, des films, des vidéos, du travail. Et je ne parle pas de l'intelligence artificielle qui arrive quand même à grands pas dans nos agences et qui, là aussi, vont être une modification extraordinaire des archives. Et on peut se dire, quelles archives aurons-nous en 2050, avec notamment l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elles vont prendre comme forme dans l'avenir? Et on peut imaginer, parce que c'est déjà le cas, hein, une accessibilité de la maquette de projet d'architecture d'un bâtiment, d'une maquette virtuelle, comme un espèce de passé, mais alors éternellement présent et interactif, sur lequel on intervient sans arrêt. C'est déjà le cas. Certains maîtres d'ouvrage publics ont des maquettes de bâtiments existants, de lycées par exemple, qui sont sans cesse réactualisées, renouvelées pour l'entretien, l'extension, les restructurations. Donc ce sont en quelque sorte des archives vivantes qui sont... voilà. Donc, c'est aussi une question que posent les archives telles qu'on les connaît maintenant. Voilà. Et dans la salle, quelle question vous auriez qui vous vient à l'esprit et que vous souhaiteriez poser? C'est bon, vous m'entendez bien? Ouais, ça fonctionne très bien. Bon, en architecture, je m'y connais pas du tout. Bon, j'accompagne mon beau-père. Mais la première question, c'est pour vous, là, le premier jeune homme, là. Ma question, de quelle façon sont entretenus, sont restaurés, sont tous ces plans, ces dossiers, comment... Et si nous, particuliers, on peut facilement y avoir accès? Oui, merci. Vous pouvez y avoir accès. Il y a une base de données en ligne qui vous permet de savoir quels architectes ont donné leurs archives, quels projets sont représentés. Donc vous pouvez relativement facilement savoir si quelque chose peut vous intéresser. Si quelque chose peut vous intéresser, vous pouvez... vous y avez accès, en droit, vous y avez accès. Il faut prendre rendez-vous avec des gens qui peuvent confirmer qu'il y aura des choses qui vous intéressent, compléter ce que vous avez, ou vous aider à trouver exactement ce qui vous intéresse. Donc le site, il porte le nom un peu bizarre, ArchiWebTur. Et si vous ne vous rappelez pas du nom, bon, vous le retrouvez sur le site de la Cité de l'Architecture, Centre d'Archives. Et après, vous pouvez avoir accès à des documents. Alors, comment est-ce qu'on les conserve? Très souvent, comme ils sont, comme ils arrivent. Le papier calque et le papier ont une bonne qualité, bonne capacité à se conserver tout seul, pour peu qu'ils ne soient pas dans des conditions extrêmement défavorables. Il arrive qu'on restaure des documents, ce n'est pas très souvent le cas. Il arrive qu'on les numérise, c'est assez rare. On a aussi des maquettes qui, elles aussi, généralement se conservent par leur bonne volonté dans des boîtes qu'éventuellement on refait ou dans des capots qu'éventuellement on refait. Mais d'une manière générale, on fait assez peu d'efforts pour la conservation. Et tant que c'est du papier et des matériaux traditionnels, une température et une hygrométrie moyenne vont leur permettre de tenir des dizaines d'années. On a des archives qui ont largement plus d'un siècle et que vous pouvez encore ouvrir, consulter, sans trop de dommages pour les documents. Par contre, pour les archives numériques, là, ça devient un grand mystère. On sait qu'on est en train de les laisser se détériorer et se perdre, et qu'une première génération des architectes, enfin des édifices construits
en se servant d'outils numériques pour faire les plans, est en train de se perdre. Enfin, on peut garder éventuellement les tirages des plans, mais les fichiers numériques, on est en train de les laisser perdre. Bien sûr, on va essayer de trouver comment les conserver, comment les classer, comment les perpétuer ces fichiers numériques. Mais le temps qu'on trouve des solutions et une manière de les appliquer de manière industrielle sur les archives qui sont très volumineuses, qui nous sont données régulièrement, beaucoup de CD-ROM, beaucoup de fichiers numériques vont être définitivement détériorés. Bon, c'est un petit accident de l'histoire. mais en tout cas, pour tout ce qui est archives papier, il y en a beaucoup. Vous pouvez venir les consulter. Non, comme on disait, nous, enfin, mon beau-père surtout a énormément de chance et que tout ce qu'il a donné, c'était du bon vieux papier, du papyrus. Oui, absolument. Et il a pris le soin de beaucoup numériser lui-même avant de nous donner les archives, ce qui lui permet de faire usage des plans avant que nous, on les ait remis. Bonjour. En parlant de papier, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup aux espaces de stockage. Donc, les archives sont... Je me demande, sachant qu'il y a énormément de papier, c'est du volume, est-ce que ce soit dans le cas d'une archive, enfin, des archives qui restent dans la famille ou dans des instituts, des académies, est-ce que l'espace que vous avez à disposition pour les stocker influe énormément sur votre capacité de les stocker? Déjà, par exemple, j'imagine votre famille, je ne sais pas où est-ce que vous avez mis toutes ces archives, mais ça prend de la place. Et dans le cas pour des instituts, par exemple, j'imagine que vous avez aussi une limite d'espace. Est-ce que, du coup, vous faites une sélection? Est-ce que vous allez chercher à externaliser cet espace de stockage? Enfin, voilà, en fait, moi, c'est ma question de l'espace que prend ces archives matérielles. Je réponds d'abord pour le côté institutionnel. On a à peu près 10 km linéaires d'archives. Donc vous représentez 10 km de rayonnage. Et ils sont presque pleins. On vient de déménager il y a 2 ans. Ces archives sont presque remplies. Dans 2 ou 3 ans, on aura fini de remplir les rayonnages. Donc évidemment, ça induit des réflexions de l'ordre de si on en gardait moins, si on arrivait à faire des éliminations partielles, des sélections. C'est très difficile à faire. On sait très peu réfléchir de cette manière-là. Mais ça veut dire que quand on nous propose un fonds d'archives, essentiellement les archives que nous recevons nous sont proposées par des descendants d'architectes ou par des architectes. Peut-être qu'on prend les 2/3 des archives qui nous sont proposées et il y en a un certain nombre qu'on n'ira jamais chercher. Et on se dit que si on arrivait à ne prendre que la moitié de chacun des fonds qui sont proposés, on en prendrait 2 fois plus. 2 fois plus d'architectes seraient représentés. Mais c'est un travail beaucoup plus long et beaucoup plus incertain. Et donc voilà, au niveau institutionnel, c'est des ordres de grandeur. 10 km linéaires d'archives d'architectes, combien 250 km linéaires d'archives aux archives nationales, quelque chose de cet ordre-là. Et au niveau d'une famille... Nous, moi j'ai stocké, on s'est regroupé avec un de mes frères, lui c'était la Chine, moi c'était l'Indochine. Finalement, c'est moi qui ai tout récupéré, mais j'ai mis ça j'ai un double garage en fait. Vous savez, vous êtes venus les chercher à ce niveau-là, quoi. Mais il n'y a pas de protection particulière. Les plans, les grands plans sont restés dans les cartons à dessin d'architectes qui sont très grands. Vous les avez reçus. Et puis beaucoup de photos qui ont été faites par un de mes frères à Shanghai notamment sont dans des boîtes, c'est des formats 30-40. Ça a été fait par un photographe professionnel à Shanghai. Il est resté 3 semaines là-bas. Ils ont photographié tous les bâtiments. Enfin,
On les a gardés comme ça dans des boîtes hein, que vous avez vues. Hein, Mais dans le cas des archives Wesser, on est dans le cas d'un architecte qui n'a quand même pas ramené ses archives quand il est revenu en France. Il a ramené des plans, des photos, mais il n'a pas ramené quelques dossiers, mais pas les dizaines de mètres linéaires ou les centaines de mètres linéaires qu'il peut y avoir dans une agence aujourd'hui. La partie, je dirais, graphique ou de maquette, volumétriquement, c'est rien du tout. Les archives des architectes, c'est essentiellement des dossiers dans lesquels il y a des courriers. Et c'est vrai que la tendance naturelle, je dirais, des architectes et de leurs ayants droit, c'est de garder les dessins, et ce qui est, disons, remarquable, et somme toute, cette quantité incroyable de paperasse, de calculs, d'échanges, de procès, etc., etc. D'une part, personne ne regarde de quoi il retourne véritablement, et c'est la première des choses qui se retrouve à la benne. J'ai une question pour vous, madame, concernant le fonds Guy Lissen-Roy. Je voulais savoir quand et dans quelles conditions il a intégré une institution publique. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive là? Alors déjà, c'est pas exactement une institution publique. Ouverte au public, disons. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jean-Pierre Roy, donc le fils, a vraiment, de manière volontaire, été à la rencontre de plusieurs archivistes en charge de différentes collections. Sachant que la monographie que Françoise a présentée en début de conférence, qui a été écrite par Jean-Pierre Roy et par Caroline Mirope, était déjà un premier jalon de valorisation. Il y avait également mon travail doctoral en cours, donc il y avait vraiment aussi toute une, on va dire, un mouvement de valorisation qui faisait de plus en plus parler de Simone Guy Lissen-Roy, de son œuvre, etc. Et donc, à un certain moment, les fonds d'archives se sont aussi intéressés à ce qui existait. Et donc, on va dire qu'il y a eu trois propositions plus ou moins formelles. C'est entre autres, ça a fait l'objet d'un article que j'ai rédigé suite à plusieurs entretiens menés avec différents archivistes, où je parle aussi entre autres des questions de durabilité et de stockage, d'espace de stockage, parce qu'on voit que c'est un véritable enjeu, mais là je digresse. Et donc les trois fonds d'archives, c'était le Vlaams Architecture Institute, donc du côté néerlandophone à Anvers, le fonds d'archives d'architecture de Lacambre, donc l'école dans laquelle Simone Guy Lissen-Roy avait étudié, et le CIVA. Il faut savoir que c'est pour des raisons d'affinité géographique, politique, affective, mais aussi du fait des conditions, des bonnes conditions de préservation que propose le CIVA, que le fils a finalement décidé d'aller au CIVA, avec aussi la promesse d'une exposition monographique. Il a vraiment négocié, il a dit je déposerai mon fonds si et seulement si j'ai une valorisation directe. Et donc ça, c'était aussi assez étrange, parce que normalement, l'ordre des choses, c'est qu'on fait le dépôt, on procède à l'inventaire et puis on valorise. Là, il y a eu valorisation et puis inventaire. Bon, il y avait déjà eu un inventaire fait par le fils, très qualitatif, etc. Mais donc, je pense qu'il y avait aussi cette vraie force de frappe de la part du fils et aussi en son chef un bon négociateur, quoi, ce qui n'est pas le cas de toutes les archives. Des archivistes m'ont aussi raconté que parfois, plus ou moins le lendemain du décès d'un architecte, on les appelle en urgence en disant voilà, et en fait on leur lègue 4 sacs poubelles sur le pas de la porte. Enfin, je veux dire, il y a des dons qui se font encore dans ces conditions-là, il faut s'en rendre compte, quoi. Et donc, voilà, je sais pas si je réponds à la question, mais donc, voilà, c'est finalement le CIVA qui a été
l'heureux élu du cœur de Jean-Pierre. Et donc, le fonds est librement communicable Pardon ? intégralement. Le fonds est communicable Ouais. et visible dans son intégralité. Alors, puisque l'inventaire n'a pas encore été fait, je ne sais pas si, parce que c'est aussi très fréquent que justement pour des archives personnelles ou pour des questions aussi, par exemple, de fond avec des photos ou des mentions d'autres personnes que l'architecte elle-même, hein, parce qu'il faut, pour des questions aussi de protection de la vie privée. Je ne sais pas dans quelle mesure certains documents seront ou non disponibles auprès du public. Mais en tout cas, a priori, oui, ce sera une mise à disposition dans son intégralité. Et alors, fait aussi que je trouve intéressant dans cette profession des architectes, on en discutait en préparant cette rencontre, il faut savoir quand même que c'est un des rares métiers où du fait de cet engagement décennal de l'architecte, hein, qui doit donc prouver pendant 10 ans, en tout cas qui est responsable de la construction de son édifice pendant 10 ans, il y a cette nécessité d'archiver. Ce n'est pas le cas du tout de tous les métiers, donc ça c'est vraiment une particularité quand même. Et alors par exemple dans cet atelier appartement de Simone Gillissen dont je vous parlais précédemment, il y a sur les plans un espace dédié aux archives. Donc il y a aussi une spatialisation des archives dans certains projets. Voilà. Mais c'est à double tranchant cette histoire de garantie décennale, parce que ça veut dire que les architectes sont obligés de garder leurs archives des 10 dernières années, mais ça peut aussi les induire à jeter les archives à partir de la 11e année. Et donc souvent on a des carrières d'architectes qui sont connus parce qu'ils ont fait quelque chose quand ils étaient assez jeunes, qui a été diffusé, qui est connu, un ou deux projets connus. Mais il se trouve qu'ils ont essentiellement gardé les 10 dernières années et que ces 10 dernières années sont beaucoup moins intéressantes ou beaucoup moins faciles à caractériser que les projets pour lesquels leur nom est connu. Et il y a un côté pervers, disons, et bien au fait d'avoir cette garantie que de 10 ans. Et bien sûr, ça coûte cher de conserver des archives, comme ça a été suggéré tout à l'heure. Je le dis tout fort, Centre international pour la ville et l'architecture, donc l'intitulé exact du CIVA à Bruxelles. Je disais, le CIVA va trouver place dans le nouveau canal Centre Pompidou. Je disais une autre arrivée française sur notre territoire. Voilà. C'est mon petit côté belge, désolée. Hein. Voilà. Jacques, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un souhait? Je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre qui permet d'avoir une idée un petit peu de tout ce que vous faites aussi pour la préservation aussi des œuvres qui... Voilà, c'est toute une équipe en fait qui s'en charge. Bon, vous en chargez directement, mais aussi pour préserver l'intérêt et la visibilité un peu de ces archives, et c'est ça que je trouve formidable. C'est tellement bien la Chine en plus. Oui, moi c'est mon vœu, c'est que cette valorisation puisse se faire ensuite entre l'académie, les archives de Shanghai, qui étaient justement en visite le mois dernier chez David et chez Elsa à l'école des Chartes, et qu'on puisse passer un cran supplémentaire dans cette valorisation. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous Chine. C'est aussi le dernier de l'année.